Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je suis payé pour pleurer aux funérailles des gens. Je sais que cela peut paraître étrange, voire grotesque, mais quand on est un acteur sans travail au Texas, l'étrange paie mieux que le service en salle. Je n'avais pas prévu que ma vie prenne cette tournure. Il fut un temps où je courais les auditions, jouant dans des théâtres régionaux, des publicités télévisées ou parfois des films étudiants. Je pensais que j'allais réussir. Mais après un an de silence, à attendre près du téléphone, à espérer un appel qui ne venait jamais, mes économies se sont épuisées. J'ai dû retourner chez mes parents. C'est alors que j'ai trouvé une annonce sur Craigslist. Recherche personne pour pleurer. Doit montrer de l'émotion sur commande. Paiement en espèces le jour même. Je me suis présenté chez Kendry & Sons Funeral Service, sans savoir à quoi m'attendre. Le bâtiment était trapu et en briques, niché entre un bureau de prêt sur salaire et une supérette fermée. L'enseigne au néon à l'extérieur bourdonnait faiblement, le genre de scintillement qui fait mal aux yeux. Alors que le nom était Kendry & Sons, il n'y avait pas de fils. Juste Kendry, un homme maigre et décharné, à la peau semblable à du parchemin, aux yeux gris qui ne se fixaient jamais vraiment, et qui semblait imprégné d'une odeur d'eau de javel et de fumée. Il ne souriait pas. Il ne m'a posé aucune question. Il m'a simplement tendu une feuille pliée indiquant l'heure du service et m'a dit « Tu te présentes, tu pleures, tu ne poses pas de questions. Les familles veulent sentir que leurs proches comptaient pour elles. C'est là que tu interviens. » Le premier enterrement fut gênant. Une femme dans la septantaine, cancer. Ses enfants étaient rassemblés autour d'elle, chuchotant entre eux, serrant ses photos contre eux, caressant le cercueil. Je me suis assis près de l'avant, un mouchoir à la main, essayant de ne pas en faire trop, essayant de pleurer correctement sans avoir l'air ridicule. J'avais mal à la poitrine et les larmes ont coulé lentement au début, puis plus vite, jusqu'à ce que mon visage soit humide et que ma main tremble à force de tenir le mouchoir. Je me sentais mal à l'aise, mais aussi étrangement satisfait. J'apportais mon aide à ma petite échelle. Je rendais le chagrin plus intense, moins vide. La première journée a été longue, mais alors que nous terminions, Kendry m'a remis une enveloppe contenant de l'argent liquide. J'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des mois, du soulagement. Après quelques autres funérailles, j'ai commencé à m'habituer au rythme. Arriver, me tenir près de l'avant, m'asseoir, essuyer mes yeux, offrir du réconfort lorsqu'un membre de la famille s'approchait. Les gens me remerciaient poliment, parfois avec une accolade, parfois en posant une main sur mon épaule. Je ne connaissais pas le défunt, mais cela n'avait pas d'importance. Je ne posais pas de questions, Kendry ne le faisait jamais. Certains jours, cela me semblait encore anormal. Ma poitrine se serrait lorsque je voyais le cercueil ou lorsque les pleurs de quelqu'un résonnaient dans la petite salle. Parfois, j'avais l'impression que je n'avais rien à faire là, comme un intrus dans le deuil d'autrui. Mais la plupart du temps, l'argent suffisait à noyer ce sentiment. J'ai commencé à remarquer des choses, non pas au sujet des funérailles elles-mêmes, mais au sujet de la routine. Comment Kendry se déplaçait silencieusement d'une pièce à l'autre, vérifiant le programme, ajustant les fleurs, prenant des notes. Comment la même équipe de nettoyage se présentait tôt chaque matin, balayant et dépoussiérant, même lorsque personne ne l'avait demandé. Et puis, il y avait cet homme, grand, mince, toujours debout de l'autre côté de la rue, juste derrière les fenêtres, fumant ou se balançant d'un pied sur l'autre. Il n'est jamais entré. Il n'a jamais parlé. Il se contentait d'observer. J'ai essayé de me dire qu'il s'agissait d'un voisin ou simplement d'un solitaire. Mais il était là, encore et encore. J'ai commencé à lui prêter moins d'attention. Je devais me concentrer sur les pleurs, les mouchoirs, le réconfort. C'était épuisant. Les heures étaient longues, les pièces chaudes et silencieuses.
l'odeur des fleurs lourdes dans l'air. J'ai commencé à m'enfoncer dans la routine, oubliant presque complètement l'homme à l'extérieur. Les semaines ont passé. Le schéma s'est répété. Je m'habituais aux gestes, aux visages, aux attentes silencieuses. Certains enterrements étaient chaotiques, désordonnés, bruyants. D'autres étaient plus calmes, plus petits. Mais je n'y pensais pas beaucoup. Je faisais mon travail, je pleurais, j'offrais du réconfort et je prenais l'argent. Il y avait des gens de tout horizon à ces funérailles. Il y avait des rangers, des juges, des athlètes et même certains qui travaillaient dans un cirque. Mais je n'oublierai jamais ma rencontre avec un médecin. Quelques mots polis, rien de dramatique. Mais il était si habile, il s'exprimait si bien. Je me souvenais de son visage comme si c'était mon travail. Il y avait quelque chose en lui qui semblait trop précis, trop calme. Mais je n'y ai pas prêté attention. Une semaine plus tard, je l'ai revu dans une publicité télévisée pour Arby's. Il souriait, il avait des dents parfaites, le même visage, la même voix. Je me suis figé, mon estomac s'est noué. Il était à l'enterrement, il pleurait poliment. Il présentait ses condoléances. Il était assis là, comme s'il faisait partie de la famille. Ce n'était pas un médecin. Il était comme moi. C'était un acteur. S'il faisait semblant, cela signifiait que tous les autres dans cette salle vide avaient peut-être été payés pour être là aussi. J'ai repassé dans ma tête tous les enterrements étranges auxquels j'avais assisté. Le langage corporel rigide, les répliques apprises par cœur, le fait que personne ne m'ait jamais demandé qui j'étais, ni qui étaient les autres. C'est là que j'ai compris. Certains enterrements étaient entièrement faux. Toutes les personnes présentes dans la salle étaient des acteurs. Les corps étaient réels, mais le chagrin était entièrement simulé. Les jours suivants, je suis allé travailler comme d'habitude, mais ces funérailles factices ne cessaient de me trotter dans la tête. Quelque chose clochait. Je me suis surpris à observer les invités de plus près, remarquant des petits détails que j'avais ignorés auparavant. La façon dont certains échangeaient des regards quand ils pensaient que personne ne les voyait. La façon dont les cercueils étaient toujours scellés. La façon dont les mains de Kendry s'attardaient une seconde de trop sur les couvercles. J'ai commencé à vérifier les noms en ligne, les nécrologies, les pages GoFundMe, les réseaux sociaux. Rien. C'était comme si ces personnes n'avaient jamais existé en dehors du funérarium. Puis j'ai remarqué à nouveau le grand homme, debout dans son coin habituel de l'autre côté de la rue. Il observait. Il n'observait pas le salon funéraire en général. Il observait ces services funéraires en particulier, ceux qui se déroulaient dans le calme avec seulement une poignée de participants. Son attention était concentrée, précise. Et lentement, petit à petit, j'ai compris. Ce n'était pas un voisin. Ce n'était pas un parent éloigné. C'était lui la raison d'être de ces funérailles. Les cérémonies discrètes, les dossiers manquants, la manière méticuleuse dont Kendry s'occupait des corps, tout tournait autour de lui. Ce grand homme avait tué les personnes qui reposaient dans ces cercueils. C'est pourquoi personne d'autre ne les connaissait. C'est pourquoi il fallait fabriquer le deuil. Il voulait ce rituel pour lui-même. Et Kendry était son complice, payé pour s'occuper des corps, préparer les crémations, empêcher le reste du monde de poser des questions. Mon estomac s'est retourné. Chaque larme que j'avais versée, chaque mot réconfortant que j'avais prononcé, chaque mouchoir que j'avais utilisé pour essuyer mes yeux, tout cela faisait partie de son jeu, de son rituel malsain. J'ai alors réalisé que j'avais joué mon rôle dans le théâtre d'un tueur, et que l'homme à l'extérieur ne se contentait pas de regarder. Il orchestrait tout, appréciant le spectacle depuis son point de vue privilégié de l'autre côté de la rue, complètement détaché du reste du monde. J'ai démissionné le lendemain matin. J'ai dit à Kendry que je ne pouvais plus continuer. Il n'a pas discuté. Il m'a juste souri, comme s'il s'attendait que je le dise.
Je vais aller voir la police demain matin. Je vais régler tout ça. Mais cette nuit a été étrange. J'ai l'impression d'avoir entendu des bruits bizarres venant de l'extérieur de chez moi. À plusieurs reprises, je jurerais même avoir vu le grand homme. Il ne sourit pas, il ne bouge presque pas. Il me regarde simplement depuis la rue comme il l'a toujours fait. Sauf que cette fois, je comprends. Ce n'est plus un spectacle auquel j'assiste. C'est moi, la prochaine cérémonie. Et je crois bien que Kendry est déjà en train de chercher qui pleurera à mes funérailles.